Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet assez préoccupant. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la FHCC. Oui, on s'est basé sur pas mal de sources, des publications scientifiques bien sûr, mais aussi des données d'organismes comme l'OMS, Santé publique France, l'ANSES. Hum. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'est ce virus, comment il circule, pourquoi on en entend de plus en plus parler en Europe, euh, notamment en Espagne, et où on en est en France. Alors, pour commencer, cette FHCC, c'est quoi exactement? C'est une maladie virale, potentiellement grave, oui. Elle est causée par un virus de la famille des nairovirus. Et ce qui inquiète, c'est son taux de létalité. Ah oui? Il peut varier, mais disons entre 10 et 40% dans certaines flambées. C'est pour ça qu'il est classé pathogène de groupe 4. Groupe 4, donc manipulation hyper sécurisée en labo P4, c'est ça? Oui, exactement. Très haute sécurité. 10 à 40%, c'est... C'est effectivement très élevé. Et le virus lui-même, il a des spécificités. Oui, en fait, son matériel génétique, c'est de l'ARN, mais il est segmenté. 3 segments. Segmenté. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça lui donne une grande capacité à se recombiner, à varier génétiquement, un peu comme si on mélangeait des cartes. Ça le rend plus adaptable, mais aussi plus compliqué à combattre. Il cible surtout le foie, les parois des vaisseaux sanguins et certaines cellules de notre système immunitaire. D'accord. Et la transmission? Comment on l'attrape? Alors, la voie numéro un, c'est la piqûre de tique, une tique infectée. En Europe, on surveille surtout le genre Hyaloma. Hyaloma. Lesquels exactement? Hyaloma marginatum et Lusitanicum, principalement. Mais attention, ce n'est pas la seule voie. Ah bon? Non. On peut aussi être infecté par contact direct avec le sang ou les tissus d'animaux infectés. Les bovins, les moutons, les chèvres. Pendant l'élevage, l'abattage, la faune sauvage aussi, comme les cerves ou les lièvres, peut porter le virus. Donc les animaux d'élevage et sauvages. Oui. Et il y a aussi la transmission entre humains. C'est possible par contact avec les fluides corporels d'une personne malade, surtout en phase aiguë. Ok, donc un cycle assez complexe qui implique tiques, animaux domestiques, faune sauvage et potentiellement l'homme. C'est tout à fait ça. Les animaux, souvent, ils ne montrent pas de symptômes, ou très peu. Ils peuvent garder le virus environ une semaine. Suffisant pour infecter d'autres tiques qui viennent les piquer, j'imagine. Exactement. Et il y a un autre acteur clé dans la dispersion géographique, les oiseaux migrateurs. Ah oui, comment ça? Ils transportent les tiques infectées sur de très longues distances. Et si on ajoute à ça le réchauffement climatique, Oui. qui pourrait aider les tiques à être actives plus longtemps dans l'année, Précisément. moins de périodes de diapause, cette inactivité hivernale, du coup, le potentiel de dispersion du virus augmente. C'est frappant de voir ce lien direct avec le climat. Et si on est infecté, les signes, c'est quoi? Alors, après l'infection, l'incubation est assez rapide, hein, de 1 à 9 jours après une piqûre. Les symptômes démarrent souvent très brutalement. Brutalement. C'est-à-dire, Grosse fièvre, des douleurs musculaires intenses, mal de tête, parfois des vertiges. ensuite, après quelques jours, on peut entrer dans une phase hémorragique. Hémorragiques, avec des saignements. Oui, des saignements du nez, des gencives, des bleus qui apparaissent facilement. Mais, et c'est un point très important, il faut nuancer. Ah, On estime que peut-être 80% des infections sont asymptomatiques ou alors donnent juste un petit syndrome grippal léger. 80% sans symptômes ou presque. Ça doit rendre le dépistage difficile, non? Ah oui, clairement. Pour poser le diagnostic, on cherche le virus lui-même par RT-PCR dans le sang, surtout dans les 10 premiers jours. Après une semaine environ, on peut chercher les anticorps avec une sérologie. Et la rapidité du diagnostic est importante. Essentiel. On l'a vu en Turquie, par exemple, en améliorant la prise en charge rapide des cas, ils ont réussi à faire baisser la létalité. D'accord. Alors justement, parlons géographie. On sait que la maladie est bien installée en Afrique, dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Asie, mais en Europe, où en est-on? Mais l'Espagne est en première ligne depuis quelques années. Ils ont eu des cas autochtones, donc non importés, depuis 2013-2016 environ. Autochtones, où ça principalement? Surtout en Castille et Léon, en Estrémadure. Souvent liés à des activités agricoles ou de loisirs en extérieur. Là-bas, on suspecte fortement la tique Hyeloma lusitanicum. Et la France? C'est la question qui nous brûle les lèvres. Alors, pour la France, à ce jour, il n'y a eu aucun cas humain autochtone détecté. Zéro. On a eu un cas importé en 2004, mais c'est tout. Mais
Il y a un mais, je sens. Oui, il y a un mais important. En octobre 2023, pour la toute première fois, le virus lui-même a été trouvé. Pas chez l'homme, mais dans des tiques. Dans des tiques. Où ça? Des tiques Hyaloma marginatum collectées sur des vaches, dans les Pyrénées-Orientales et aussi en Corse. Ah oui, quand même. Donc le virus est présent chez le vecteur, sur notre sol. Exactement. Et cette tique, H. marginatum, elle est bien implantée sur le pourtour méditerranéen français. Donc, même sans cas humain pour l'instant, ça change la donne en termes de risque potentiel. Ça renforce l'importance de la surveillance, j'imagine. Absolument. Il y a des projets comme TIC-RISC qui font ça. Et surtout, ça montre à quel point l'approche Une seule santé, One Health, est cruciale. One Health. C'est-à-dire, C'est l'idée que la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement sont complètement liées. pour la FHCC, c'est évident. Un virus animal transmis par une tique dont l'habitat dépend de l'environnement, tout est lié. C'est clair. Alors, face à ce risque qui se rapproche, la prévention, c'est la clé. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Le b.a.-ba, c'est se protéger des piqûres de tiques. Quand on va dans la nature, surtout dans les zones à risque, vêtements longs, clairs si possible pour mieux les voir, utiliser des répulsifs efficaces sur la peau et les vêtements. Et après la sortie, inspection. Bien regarder partout sur le corps, le cuir chevelu. Si on trouve une tique, l'enlever correctement avec un tire-tique. Pour les professionnels qui manipulent des animaux, éleveurs, vétérinaires, personnel d'abattoir, le port de gants et de protection est essentiel. Et à l'hôpital, bien sûr, précautions renforcées si on suspecte un cas. Et côté vaccin, où en est la recherche? Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin largement disponible et validé. Ça reste un axe de recherche. Et si malgré tout, on tombe malade, les traitements? Le traitement est surtout symptomatique. On va gérer la fièvre, la douleur, compenser les pertes de sang s'il y a hémorragie, soutenir les fonctions vitales. Pas d'antiviral spécifique, on a parlé de la ribavirine. Oui, la ribavérine a été utilisée, mais son efficacité est vraiment débattue. Les études, les méta-analyses ne montrent pas de bénéfices très clairs sur la réduction de la mortalité. C'est controversé. D'accord, donc la recherche explore d'autres pistes. Oui, on travaille sur des anticorps monoclonaux qui seraient très ciblés contre le virus. On teste aussi d'autres antiviraux comme le favipiravir. Et puis on essaie de mieux comprendre la réponse immunitaire elle-même, pourquoi elle s'emballe parfois dans ce qu'on appelle un orage cytokinique. Bien. Pour résumer un peu tout ça, la FHAC, c'est donc une zoonose virale transmise par les tiques, dont on voit l'aire de répartition progresser en Europe. C'est ça. Et la découverte récente du virus chez des tiques en France, en métropole et en Corse même, sans cas humains autochtones pour le moment, c'est un signal d'alerte important. Ça nous rappelle l'importance de la vigilance et des gestes de prévention. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question ou une interrogation pour l'avenir, non? Laquelle? Face à tous ces changements environnementaux, le climat qui change, les écosystèmes qui bougent, les déplacements de la faune, comment est-ce que la carte de la FHCC et de ces tiques vectrices va évoluer en Europe dans les années qui viennent? Ça, c'est la grande question. Et ça plaide vraiment pour une surveillance intégrée, continue, basée sur cette approche une seule santé, pour essayer d'anticiper et de gérer ce risque qui, clairement, est émergent chez nous.